Bonjour à vous, alors aujourd'hui j'interviens très rapidement, c'est juste pour vous dire qu'on est lundi et que le lundi je propose un format de vidéo complètement différent. Vous verrez, elles sont extraites de mes programmes, de toutes mes formations, donc prenez plaisir, prenez des notes et ça ne change rien au fait que vous puissiez télécharger mes bonus qui sont au-dessous ou simplement vous abonner. Allez, bon visionnage et à vos notes. Bonjour, bienvenue sur ce cours 8 du module 3 intitulé « Travailler en direct avec des artisans ». Alors, il y a des notions qui vont revenir par rapport à ce qu'on a vu au cours précédent, mais je voulais qu'on voit différents éléments pour ce travail en direct. Alors, le petit proverbe, pour réussir, votre désir de réussite doit être plus grand que votre peur de l'échec. Bill Cosby. Alors, revenons sur le travail en direct avec les artisans. Ce que je peux déconseiller, commencez en cherchant différents artisans. Commencez en cherchant le moins cher, ne pas se renseigner sur la valeur d'une entreprise, ne pas se renseigner sur la durée de vie de l'entreprise, ne prendre que des micro-entrepreneurs, ne pas faire plusieurs démarches et recherches. Je vous conseille plutôt de chercher un chef d'entreprise capable de chapeauter un chantier. Je reviens sur ces points très rapidement, mais si vous vous lancez dans la démarche de trouver un plombier, de trouver un peintre, de trouver un électricien, ça va être très compliqué pour les mettre en relation. Vous allez tomber sur un plombier qui va vous dire « Ouais, vous inquiétez pas, moi je connais un électricien, je vais lui demander de faire le devis et on va voir ». Alors, sauf cas extraordinaire et vous êtes sur une équipe qui est organisée, habituée à bosser ensemble, ça va être très compliqué. Puisque là, vous allez prendre le rôle de la personne qui doit chapeauter et vous n'aurez plus votre rôle de vision, de regard. Vous serez là pour chapeauter, coordonner encore plus. Et vraiment, ça, c'est ce que je pourrais déconseiller, surtout quand on commence. Alors, ce que je conseille, c'est de regarder dans votre secteur, de demander des rendez-vous dans les bureaux, de bien expliquer vos attentes une nouvelle fois, de poser des questions sur le fonctionnement, de demander les délais, de demander si vous pouvez faire intervenir un artisan de votre connaissance en parallèle. Ce sont des points que l'on a vus, que je redis. Une nouvelle fois, je précise que vous demandez tout de suite si vous pouvez faire intervenir un autre artisan si vous en avez envie et si vous connaissez par exemple ou vous avez trouvé un micro-entrepreneur qui fait de très bonnes rénovations en peinture par exemple. Donc demandez bien si c'est possible et que ça ne pose pas de problème, il faut être honnête. Essayez de parler honnêtement des délais, c'est souvent un point où les artisans ont du mal à être honnêtes ou ont du mal à vraiment le dire, mais voilà, souvent ils sont en train de développer des entreprises et il y a beaucoup de chantiers, on peut dépasser des délais. Donc la loi quand même dit que quand on dépasse vraiment trop, il peut y avoir des pénalités. Alors vous n'êtes pas à un premier rendez-vous pour menacer, mais en tout cas faites comprendre que ça change tout à votre stratégie d'investissement, même si on va insister plus tard sur comment mettre en place un prêt différé, pour justement pallier à ces petits problèmes. Essayez de discuter franchement et montrer que vous préférez avoir quelqu'un d'honnête en face qui va communiquer avec vous plutôt que quelqu'un qui va vous miroiter des choses et qui au final vous pénaliseront ou vous énerveront. L'objectif, c'est de viser le long terme. Il faut progressivement trouver cet équilibre entre la tranquillité, la sérénité, les tarifs qui conviennent, la souplesse dans les procédés, le contact facile. Je passe très rapidement puisqu'on l'a déjà vu. Mais je le rappelle, les travaux ne sont pas qu'une histoire de tarifs, c'est vraiment, il faut viser d'autres conditions. Ce que je vous propose ici, c'est une petite interview de Johan avec qui je travaille depuis quelques temps maintenant. D'ailleurs, au moment où je vous parle, son équipe et lui sont dans la rénovation de 11 appartements avec moi. Pourquoi je vous propose cette petite interview? C'est simple, c'est parce qu'il a un rôle de bras droit dans l'entreprise et il a vraiment une fonction particulière. Il est vraiment embauché maintenant pour chapeauter les choses, mais aussi pour faire en sorte de faire les devis le plus rapidement possible. Donc, ils sont 3 personnes dans cette entreprise à être à la tête, on va dire, dans les bureaux, sans parler du secrétariat. On a le chef d'entreprise qui a pour mission de superviser les chantiers qui se baladent. Johan qui a cette mission aussi, mais qui a aussi comme mission de faire les devis et de les faire le plus rapidement possible. Ce sont des devis gratuits. Et vous avez une 3e personne qui reste à l'entrepôt et qui gère les stocks. Et ça change tout puisque c'est une personne qui va anticiper des commandes et c'est ce qui permettra à ce que les personnes qui vont sur les chantiers perdent le moins de temps possible. Tout ça, c'est théorique, mais en tout cas, l'organisation mérite réflexion et je trouve ça très bien pour nous investisseurs. Je vous laisse avec Johan.
Donc l'idée dans cette vidéo, c'était vraiment de vous présenter comment fonctionne l'entreprise, ce qu'est l'entreprise, leur manière de voir les choses avec nous les investisseurs. Et vous allez voir justement que c'est important de bien faire son choix et qu'il y a vraiment des critères à prendre en considération dès le départ. Je pense que vous allez le comprendre au fur et à mesure de l'interview. Donc Johan, peut-être dans un premier temps, je vais te laisser nous parler de l'entreprise et tu nous expliques un petit peu comment elle est organisée. Nous, la société, on s'est vraiment basé et structuré pour faire des rénovations complètes de A à Z sans avoir besoin de sous-traitants ou de travailler avec d'autres personnes. On a vu que dans les années, c'était très compliqué en fait de pouvoir gérer plusieurs entreprises différentes pour les particuliers. Donc nous, aujourd'hui, on apporte ça aux particuliers, c'est qu'au sein de la société, on a tous les corps d'État. Donc il y a 20 salariés qui travaillent sur le terrain tous les jours et au bureau on est 5. Il y a 2 secrétaires, un collègue qui est chargé de toutes les commandes, moi qui fais tous les devis et j'ai mon patron qui fait tout le tour des chantiers, tous les suivis et qui est en relation avec les clients de A à Z. Donc voilà à peu près comment on est structuré au sein de la société. Alors Yann, est-ce que toi tu as souligné que vous étiez une entreprise qui gérait tous les corps de métier et vous aviez vu que c'était un problème pour les particuliers, les investisseurs et les autres particuliers d'ailleurs. Donc effectivement, moi ce que j'ai remarqué en tant que particulier et investisseur, c'est que vous étiez 3 entre guillemets à chapeauter l'ensemble, un qui gère les chantiers qui va sur place, un autre qui gère les devis et une 3e personne qui gère les stocks pour pas que les artisans aient besoin d'aller dans les magasins au final. Ça, je peux vous assurer que c'est peut-être des premiers critères à prendre en considération. Alors toutes les entreprises ne sont pas structurées de cette manière, mais comme tu l'as dit, c'est vraiment plus supportable et c'est vraiment plus intéressant en tout cas de voir une entreprise qui chapeaute tous les cours de métier. Pour nous, c'est beaucoup plus appréciable. C'est l'avantage, ouais. C'est l'avantage. Et puis on a des chefs d'équipe au sein du personnel sur les chantiers qui sont très autonomes et très bons. Donc ça, c'est pareil. Ça nous aide beaucoup sur l'avancée du chantier. On a beaucoup moins de soucis grâce à ça. On a du personnel très qualifié. Alors, juste pour reprendre peut-être des domaines plus larges dans l'entreprise, est-ce que tu peux nous dire combien vous êtes d'employés au final et quel type de travaux vous faites? Donc en tout, on est 25, 5 au bureau et 20 sur le terrain. On a plombier, un chauffagiste, on a un carreleur, qui est une femme d'ailleurs. On a 5 plaquistes, 3 équipes en charpente couverture, on a 2 menuisiers, et on a une équipe de maçons aussi. Notre planel, alors ce qu'on fait pas, c'est de la grosse maçonnerie, on fait pas de pavillon neuf. Voilà, on a une équipe pour faire de la petite maçonnerie, les ouvertures, les petites dalles. On fait pas de gros ravalement non plus, l'isolation par l'extérieur non plus, on fait pas. D'accord. Enfin, quand tu dis vous faites pas de grosse maçonnerie, vous faites quand même des agrandissements. Oui, mais ça va pas être du pavillon, on va pas faire de l'immeuble, on reste sur vraiment du particulier, sur la construction de particulier. On n'est pas d'accord avec des promoteurs qui veulent faire des. Non. D'accord. Non. Est-ce que au niveau de l'entreprise, tu pourrais donner des éléments sur l'ancienneté et sur comment elle a évolué au final? Je sais pas, peut-être en prenant ton exemple. Ouais. Toi, tu as pas mal évolué dans l'entreprise. Ouais, oui, mais tout le monde. Après, la société, elle a évolué avec les années. Donc, il l'a mise en place, Monsieur Toumelin, en 2001, de mémoire. Voilà, on est dans ces eaux-là. Moi, je suis arrivé en 2005. On était 4 salariés avec Monsieur Toumelin. Monsieur Toumelin travaillait sur le terrain, comme nous tous. Et avec la demande, bouche à oreille, on a eu une grosse demande toujours un peu plus de travail tous les ans. Donc, pour répondre à cette demande, l'idée, la politique de la société, c'est à partir de 3-4 mois d'avance de travail, si on avait encore une grosse demande, réembaucher pour rester sur ces 3 mois d'avance, 4 mois, 5, 6 mois, les gens sont moins patients, c'est plus compliqué à gérer. On est en perpétuelle évolution, entre guillemets, depuis ces années-là. Donc moi, quand je suis arrivé, on était 4. Aujourd'hui, on est 25. Donc, à chaque fois qu'on a eu de la demande, M. Toumelin, je ne l'ai jamais refusé. Alors, il a embauché. Et puis, on s'est, par rapport à ça, qu'on s'est un peu développé pour prendre avec nous, un plombier chauffagiste qu'on n'avait pas au départ et qui nous faisait du tort sur les chantiers, parce qu'on a essayé de travailler avec des plombiers chauffagistes, mais pour se coordonner, c'était pas simple. Donc voilà, sur l'évolution de la société depuis des années, quoi. Et ça veut dire aussi, alors là, je vais me remettre du côté particulier investisseur. Ça veut quand même dire que qui dit évolution dit aussi structure
structure dans l'entreprise parce que vous n'étiez pas forcément autant dans les bureaux au départ? Non, non, au départ, on était, voilà, la société s'est structurée en se développant. Et on continue d'ailleurs toujours à trouver des choses pour s'améliorer. On est toujours sur optimiser un maximum pour avoir une meilleure rentabilité, avoir un meilleur coût pour le particulier, que ça coûte le moins cher possible avec des travaux de qualité. Donc aujourd'hui, la politique de la société, c'est vraiment de donner un maximum de choses aux clients et en minimisant les coûts. Ça, vraiment, j'insiste, mais nous, on l'a vu, hein, vraiment, on l'a vu. Même Sandrine, Sandrine que vous connaissez parce qu'elle a 2-3 petites maisons, on l'a vu aussi sur le fait qu'une personne suit les chantiers, quand on discute avec elle, mine de rien, elle sait où on en est. On n'est pas en train de parler dans le vide dans 2 semaines, dans 3 semaines, même si des fois il y a des petits décalages, ça, bon, c'est normal, on y reviendra. Mais par contre, c'est appréciable d'avoir quelqu'un qui connaît bien le chantier, qui suit, qui est capable de vous dire où on en est avec un simple appel téléphonique. Autre point, ce que tu fais toi, c'est surtout en ce moment, tu fais que les devis au final. Enfin, tu fais autre chose, mais je veux dire, tu fais beaucoup les devis. Ouais. Ça te permet quand même de donner des devis en des temps très raisonnables. Oui, bah l'idée c'est aussi pour ça c'est ça, c'est de pas perdre de temps, alors même si voilà, des fois ça peut arriver sur des gros devis, des gros projets d'attendre 15 jours, 3 semaines, des fois on attend de prix d'un fournisseur, quelque chose, ça peut être un peu plus long. Mais oui, l'idée c'est de raccourcir et de minimiser toute notre activité, que ce soit au plus court. Vous vous doutez bien que si l'entreprise elle a l'air insolide, qu'elle se permet de voir plus grand, si elle se permet de se dire on a 4 mois d'avance de travail, on va pouvoir se développer, l'état d'esprit est très bon, mais ça nécessite aussi d'avoir des gens compétents qui tiennent la structure et qui sont en mesure de faire les démarches suffisantes pour que l'entreprise se développe. Alors, si on fait un lien avec les marges, est-ce que toi qui fais les devis, justement, tu peux nous parler un peu des marges? Comment vous y prenez pour qu'il y ait cet équilibre entre ce que l'entreprise progresse et aussi pour que le client s'y retrouve? Bon, aujourd'hui, on est vraiment sur la politique de la petite marge, entre guillemets. On va pas faire des marges à 15%. Ça aurait pas de sens. On n'arriverait pas à se développer. Aujourd'hui, il y a vraiment un marché qui fait qu'il faut être dans les clous. Il y a beaucoup de monde sur le marché. Nous, aujourd'hui, on finit avec des marges à 4%. Sur des chantiers globaux? Sur une année, notre chiffre d'affaires, notre bénéfice, il est 3 à 4%. Alors que sur le national, point de vue national dans le bâtiment, on est à 8%. D'accord, parce que 4%, même moi, je découvre un peu en même temps aussi, pour être honnête. C'est dérisoire. Ouais, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Après, sur le volume, on arrive à dégager quand même un petit quelque chose. Mais après, on prend aussi en considération qu'on est en perpétuel développement. Donc ça a un coût et du coup, ça coûte un peu. Donc c'est pour ça, on diminue les marges. On va pas augmenter les marges pour manger dessus pour pouvoir se développer, mais pour pouvoir se développer, on diminue nos marges pour pouvoir se développer. Et le jour où on sera vraiment bien développé, bien implanté, ça prend plusieurs années, et nos marges reviendront normales. Mais aujourd'hui, on va pas augmenter pour pouvoir se développer, quoi. La différence, elle est vraiment là, quoi. Voilà, M. Toumelin, il est très à cheval sur ce développement-là. Il veut pas que ça coûte aux clients, mais il préfère que ça coûte à la société, mais qu'on continue à se développer et qu'on réponde à la demande. Voilà, j'en profite pour faire la parenthèse aussi. Moi, je le ressens, finalement. Je le ressens dans des devis globaux. Ça paraît toujours important. Les chantiers, le devis qu'on est en train de faire sur les 7 apparts, on est quand même à 200 000 euros de travaux, je parle. Donc ça fait toujours des choses importantes, mais au final, par rapport au travail qui est effectué et par rapport à la marge que tu me dis, c'est vraiment pas énorme. Non, on n'a pas le droit à l'erreur, entre guillemets, on n'a pas le droit de se tromper. Voilà, ça reste dérisoire quand on parle de chiffres comme ça, quoi. Et c'est important parce que nous, quand je dis nous, je me mets à la place des personnes qui regardent, ce qui revient dans les peurs, dans les craintes, c'est l'artisan qui lâche l'affaire et qui s'en va d'un chantier, ça peut arriver, mais il faut admettre quand même que c'est rare, que ce soit un mec qui soit, on va dire, peut-être en défaut, en dépôt de bilan ou des choses comme ça. Oui, après ça peut arriver, ouais. Le deuxième crainte qu'on peut avoir, et ce qui est revenu quand j'avais fait un sondage, c'est le fait que les travaux soient très mal estimés à la base. Et troisième crainte, c'est les augmentations de budgets globaux parce que justement on avait fait des oublis peut-être à la base ou des choses comme ça. Ça, c'était vraiment les craintes qui revenaient et ça va de pair avec un manque de sérieux sur certains artisans, même si on va pas tomber, je le répète, sur des devis hyper justes dès le départ. On est bien d'accord là-dessus. Oui, voilà. Après, ça reste là. Alors surtout en rénovation pour le coup. Ouais. Ça, on l'a vraiment déjà vu dans les vidéos qui vont venir. Vous allez le revoir, mais j'insiste aussi, c'est très important.
on voulait revenir aussi sur quelque chose. C'est quand même une philosophie que de vouloir se développer, d'embaucher, de faire en sorte d'avoir plus de clients. Et c'est quoi aussi votre philosophie par rapport à la qualité du matériel apporté et le service après-vente? Donc sur la qualité, travailler avec de la bonne qualité de matériaux, c'est indispensable, aussi bien pour le particulier parce qu'automatiquement il est content, mais pour le professionnel parce qu'on n'y revient pas derrière. Ça veut dire que de la menuiserie, on va poser des menuiseries de bonne qualité, on va pas être les moins chers sur le marché, on va pas baisser notre qualité pour gagner en marge parce que derrière on va avoir du SAV, parce que ça va se dérégler plus facilement, voilà. Dans l'ensemble, on s'y retrouve tous à mettre de la qualité. Donc là-dessus, on travaille toujours avec de la qualité par rapport à ça. Alors ça vraiment, c'est hyper important quoi, parce que effectivement, j'ai même pas, ça me venait pas à l'esprit, mais il y a des artisans qui pour augmenter les marges vont en profiter pour prendre des matériaux de basse qualité et qui à la rigueur s'en foutent, hein, c'est un peu ça. Ouais. Et là voilà, on n'est pas là-dessus et tant mieux. Et justement, j'en parlais encore avec Franck hier. Il a cité un exemple où il y avait un monsieur qui avait pris de la robinetterie. Ça devait être des choses pour les éviers, enfin bref, qui a cédé. Alors pour pas citer, c'était un magasin bien connu dans lequel on trouve tout à bas prix, mais qui au final ne tient pas très longtemps. Et lui, ça a cédé dans un dernier appartement alors que c'était rénové. Et il y a eu 40 mètres cubes d'eau qui sont retrouvés dans les appartements du dessous pour un robinet qui a pété. Donc bon voilà, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais c'est très important, je trouve, ce rapport, j'allais dire qualité-prix quoi. Enfin, C'est indispensable. Enfin, faut pas lésigner. Vaut mieux des fois perdre un chantier que vendre de la mauvaise qualité. Je parle en menuiserie par exemple, on s'y retrouve. Souvent, les menuiseries, c'est des menuiseries. Je t'ai pas demandé ton avis par exemple. ouais, Sur les menuiseries, je t'ai proposé qu'une qualité de fenêtre. Et chez mon fabricant, on a 3 qualités pourtant. On a la première entrée de gamme, une gamme pavillon et une belle gamme de menuiserie. Et entre la première entrée de gamme et la dernière, il y a 12% de différence. Et je la propose même pas l'entrée de gamme parce on peut être embêté alors que là on n'a jamais de souci. Donc voilà, je préfère ne pas avoir un chantier en menuiserie que dire pour l'avoir j'ai passé avec l'autre gamme et avoir du SAV que le client va me dire allez pâté. Voilà, je veux pas. 12% sur une fenêtre, je dis n'importe quoi, mais sur une fenêtre à 500 euros, ça fait rajouter 50 et quelques euros. Ouais, mais des fois sur un chantier à 10 000, c'est 1200 euros. Et des fois on peut le rater à cause de ça, mais on va préférer le rater pour le coup, ou en tout cas bien expliquer au client le pourquoi du comment, que redescendre en qualité pour avoir un chantier. Et là, à l'inverse, l'investisseur qui va parler, il vaut mieux négocier les 1200 euros à l'achat et puis pas le négocier sur ce genre de produit qui va poser problème dans les semaines ou dans les mois qui vont arriver. Ça, vraiment, c'est pareil. On le redit tout le temps, les investissements, c'est à l'achat où l'essentiel se fait. Après, ce qui se fait en termes de travaux ou d'amélioration comme ça, il faut vraiment pas lésiner. Il faut faire en sorte que ce soit nickel pour louer plus cher, mais aussi pour louer plus longtemps et tranquillement. Ouais. Donc, sérénité très important. Si on parle justement des finances, faut qu'on y vienne. Comment vous, pour assurer, on va dire, le coût pour vous et le coût pour les personnes, comment vous y prenez? Vous demandez quoi au départ, quoi au final? Comment ça se passe? Quand le devis est accepté, on prend un chèque d'acompte de 30%. On sera en droit de l'encaisser, ce qu'on fait très rarement, à moins que le client nous le demande. On l'encaisse 15 jours, un mois avant de commencer les travaux, quand on commande les premières marchandises en fait. Ensuite, en cours de chantier, si c'est un gros chantier, si ça coûte, si le montant il est assez élevé, en cours de chantier, on redemande 40% d'acompte et 30% à la fin. À la réception du chantier, on récupère les 30%. Si c'est des petits chantiers d'une journée, 2 jours, on prend l'acompte et après on fait un solde à la fin du chantier. Alors, un autre point qu'il faut qu'on évoque, il y a quand même beaucoup dans les questions de départ. Tout à l'heure, j'ai parlé de la peur des artisans qui venaient plus, j'ai parlé de l'estimation du budget global, j'ai parlé de la peur de se faire avoir, entre guillemets, avec des marges énormes. Mais il y a aussi une autre crainte qui revient, c'est celle des délais et le fait d'avoir peur que ça se termine jamais ou que ça mette plus de temps que prévu. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut dire qu'une entreprise est en mesure de livrer un chantier pile poil dans les clous, ce qui était prévu au départ? Si on se laisse une marge, oui. Mais si on veut vraiment aller au tac dans la rénovation en se disant là, il va y avoir le plombier, l'électricien, le plaquiste, les bandes, le menuisier qui va poser le parquet, les peintures, hop, au jour près, c'est impossible en rénovation. Ça veut dire, sinon c'est se mentir. Après, moi, en termes de timing, je me laisse un peu de marge. Je peux me laisser 3 semaines, un mois de marge sur un chantier, sur une rénovation.
Et puis, alors le client, des fois, ça peut l'inquiéter, parce qu'au début du chantier, bon, on n'est peut-être pas spécialement là, mais à la fin, on va arriver plus nombreux, on va rattraper ce pseudo-retard que le client croit que l'on a pris sur le chantier, alors qu'on l'a pas vraiment pris. On sait, nous, comment on gère notre planning. Après, parce qu'on faut faire avec nos fournisseurs, des fois, on a des soucis de livraison qui nous font perdre perdre du temps. On a les salariés qui ont des vacances, qui peuvent être malades. Donc, on est quand même tributaire de beaucoup de choses. En couverture de la météo. Voilà. Il y a beaucoup d'aléas qui peuvent nous faire prendre un peu de retard sur un pseudo-planning, entre guillemets, indépendant de notre volonté. Donc, faut mieux se laisser un peu de marge. Et puis, à la fin, des fois, nous, alors on peut se retrouver à 7-8 gars sur le même chantier pour, rattraper ce retard ou mettre un coup de bourre, quoi, s'il y a besoin. D'accord. Ouais, effectivement, c'est un peu ce que tu disais, parce que on a toujours l'impression qu'au début du chantier, il n'y a pas grand monde, ça devrait commencer, ça commence pas, on s'inquiète, on appelle. Je pense que moi le premier. Non, mais oui, mais c'est normal. J'appelle pour me rendre compte. Après, ouais, effectivement, quand il y a un coup de collier, ça fait du bien aussi de voir que là, vraiment, il y a une avancée. Et ce qui peut être aussi très bien, c'est quand c'est la même entreprise qui gère tout. Parce que alors, par contre, si une entreprise fonctionne comme vous, et qu'à côté, il faut gérer les corps de métier, plomberie, c'est très dur. C'est pour ça que nous, on peut le faire. Oui, voilà, c'est pour ça que vous pouvez le faire. Ah, mais complètement, parce que moi, si je devais gérer un plombier, un électricien, lui dire tu viens là parce que le plombier il est passé, non. Ça, enfin, vraiment, si vous débutez, ou même si vous débutez pas d'ailleurs, je déconseille de fonctionner avec 10 entreprises différentes pour les mettre en lien. Hein. C'est trop compliqué. C'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que nous, en interne, on avait ce souci-là quand on travaillait avec un plombier ou un électricien différent, comme pour qu'on puisse, parce que des fois, le plombier a besoin de venir 4 heures pour débloquer le chantier, et sinon les plaquistes ils sont bloqués. Donc c'est vraiment important. Nous, on peut mettre l'électricien avec les plaquistes pendant une matinée, après il repart sur un autre chantier. Mais ça, nous, on choisit le matin à la société avant que les gars partent sur les chantiers. Moi, je vais rebondir là-dessus par rapport au délai. Parce que du coup, avec l'expérience, moi, j'ai essayé pas mal d'entreprises. Hein. J'avais du mal à trouver, moi, par ici, des entreprises qui, comme vous, chapeautent le tout. Ouais. Et au final, je sais pas pourquoi, je vous ai rencontré plus tard. Après, c'est comme ça, c'est comme dans tout dans l'investissement, on apprend des erreurs, puis on apprend en avançant. Hein. Par contre, je vais revenir sur deux choses. La première, c'est une astuce qui peut être intéressante. Ça, je pense que tu vas pas me contredire. C'est quand on croit toujours embaucher des artisans qui sont dans le secteur, ce qui peut être très bien. Mais au final, on se rend compte qu'en peut-être en embauchant une entreprise qui chapeaute tous les corps de métier, qui s'en va un peu plus loin, ça a un gros avantage, c'est qu'une fois qu'elle est sur place, elle repart plus. Elle repart plus. Ouais. Et ça peut être, tu m'as dit toi-même, il y a des chantiers qui peuvent se faire en 3 mois, là où d'autres se seraient faits en 5. Ouais. Non, mais ça, t'as entièrement raison. Le fait d'être en déplacement, donc on travaille un peu partout. Nous, on peut être en déplacement, on loue des appartements, des gîtes pendant 2 mois, 3 mois. Alors là, on est vraiment sur une estimation des travaux plus courts. Parce que les gars, quand ils sont là-haut, faut que tout soit vraiment pile poil en termes d'organisation au jour près pour pas qu'ils soient une journée à rien faire en déplacement. Et là, en effet, les chantiers, quand ils y sont. On a loué les appartements, les engins, alors que ici, on les a au sein de la société. C'est plus simple. On les utilise comme on veut. Que là-haut, tout est fait en déplacement pour que le chantier aille vite et qu'on perde pas de temps, parce qu'on peut pas, on n'a rien d'autre à leur faire que ce chantier-là aux gars. Ici, chez nous, on a plusieurs chantiers en même temps d'ouvert. Donc oui, en effet, quand on part en déplacement, souvent, ça va plus vite. Ouais, c'est un truc que moi-même, j'aurais pas imaginé. Et juste par rapport à ça, parce que du coup, on va peut-être y être confronté bientôt. Ouais. Juste par rapport à ça, je sais que c'est dur, mais combien ça peut revenir à un gîte qui est loué pendant 2 mois pour les gars? Un gîte, on va être aux alentours de 2000 €. 2000 € sur 2 mois. Après, ça dépend les régions. Là, on était parti sur Deauville. On avait là à côté, à Trouville-sur-Mer. On a loué un appartement pendant 2 mois et demi. On était à 280 €, 300 € la semaine. Donc 6, 1002, 2004, ça faisait 3000 € pour 2 mois et demi. Ouais, donc ça répercuté sur le devis? Oui, on a un forfait de déplacement. Après, nous, les prix, on les augmente pas au niveau du prix au mètre carré, mais par contre, on a un poste déplacement supplémentaire qui apparaît en toute transparence, quoi. On a un prix de déplacement, voilà. Aussi une chose, j'y reviens pas parce que j'y reviens très rapidement parce que j'en parle beaucoup, mais clairement, je sais pas si vous y êtes confronté souvent, mais moi je le préconise à chaque fois, c'est vraiment d'essayer d'obtenir avec la banque des prêts différés quand il y a des travaux, parce que on se laisse du temps. C'est-à-dire que vous pouvez dire à l'artisan que vous avez un prêt différé de 6 mois pour qu'il aille plus vite, même si vous en avez un d'1 an. Mais en tout cas, il faut vraiment essayer d'en avoir les plus longs possibles,
déjà pour ces décalages. Oui. Et puis la deuxième des choses, c'est pour constituer un peu une trésorerie si c'est possible, parce que si c'est fini 4 ou 5 mois avant la fin du crédit ferré, ça permet de louer, de se constituer la trésorerie. Je refais la parenthèse, on a déjà parlé, mais voilà, on était là-dessus. Ah, c'est bien. Vraiment, il faut insister sur ce point. On va revenir sur un autre point d'interrogation qu'on a tous et qui est revenu dans les questions, les devis de départ. On a déjà vu ça dans les précédentes vidéos. Est-ce que tu peux rappeler rapidement comment tu procèdes et ce à quoi nous on doit s'attendre? Est-ce que il y a de grandes chances quand tu fais un devis sur la rénovation que tu te trompes beaucoup? Qu'est-ce qu'on doit prendre en compte? Comment on doit faire? D'accord. Non, sur un devis en rénovation, comme on a vu pour les logements d'ici, sur l'immeuble, on n'a pas de surprise particulière. Je pense que je te l'avais dit dès le départ, qu'on va aller au plus large entre guillemets, quitte à la limite enlever des choses à la fin si on n'a pas eu besoin, mais de penser à tout. On n'avait pas de surprise à avoir en tant que professionnel. On cassait rien. Les tuyauteries, on avait pour faire les évacuations, on a prévu des gaines techniques. On a tout pris en voilà, on a pensé à tout, je pense. Et si on n'avait pas pensé à quelque chose, de notre faute, parce qu'on a oublié, j'ai un patron qui va le prendre pour lui. Voilà, les choses. Après, si on découvre, on casse un mur porteur et on s'aperçoit que les fondations sont pas bonnes, ça c'est indépendant de notre volonté. On expose le problème, on en parle et on trouve la solution la moins onéreuse. Quand c'est indépendant de notre volonté et qu'on pouvait pas le voir, malheureusement, ça peut arriver, mais ça reste vraiment très très rare. Vraiment très rare. Après, sur une rénovation comme une création d'appartement comme le bas, et ben celui-là, on part de rien, on crée tout, on sait les réseaux d'eau où ils sont, les réseaux électriques où ils sont, ce qu'on apporte, on peut pas se tromper non plus. Aujourd'hui, les vraiment où on peut avoir des surprises, c'est si on a il n'y avait pas d'isolation on a cassé les plafonds pour refaire une isolation parfaite. Oui. Donc des fois parce qu'on pensait qu'il y en avait une. Qui était marqué sur des devis, même sur d'autres artisans. Après, voilà, à moins de découvrir quelque chose indépendant de notre volonté, mais ça reste très, très, très peu, quoi. C'est vraiment très, très rare. Et du coup, tu conseillerais quoi quand toi tu donnes pareil, on en a déjà parlé, mais on va le redire, c'est toujours bien de le réentendre, et peut-être sous une autre forme. Mais quand tu fais un devis comme ça, qu'est-ce que tu conseillerais à l'investisseur en face? Qu'est-ce qu'il doit ajouter, prévoir en plus? Comment il s'y prend? Est-ce qu'il ajoute une marge? Est-ce que... Après, ça va dépendre. Alors, par exemple, sur un logement, après, c'est de penser à tout. Ce que nous, on doit faire. Après, là, avec toi, on n'a pas de souci. Tu veux qu'on prévoit tout dans les devis. Après, il y a des gens, ils nous disent exactement ce qu'ils veulent. Donc là, c'est la différence. Ça veut dire qu'ils nous disent, vous allez refaire les sols, la plomberie, l'électricité. D'accord. Mais par contre, ils nous reparlent pas de la peinture, des portes qui ferment mal, et puis, parce qu'ils nous donnent une directive, comment faire leur devis. Donc on peut des fois leur dire, vous voulez qu'on prenne que ça, on fait autre chose. S'ils nous disent non, vous faites que ça, ok. Et après, là, je leur dis, attention, n'oubliez pas, par exemple, vous allez avoir les peintures quand même, vous n'allez pas pouvoir louer comme ça, on va leur donner des conseils. Après, avec toi, on n'a pas ce souci-là. On sait qu'on est... Toi, après, ça va être juste de la déco, de l'ameublement, après, voilà. Mais en termes de logement, comme ici, je sais que du devis par rapport à la facture, on verra à la fin. Pour moi, t'auras pas de mauvaise surprise. Ça, c'est très important, effectivement, parce que c'était une autre inquiétude qui revenait souvent. Et à force d'être déçu, attention à pas trop lire et écouter ce qu'on voit aussi, parce que, je le répète, avant de trouver les artisans qui conviennent, c'est des tests. C'est comme tout, l'immobilier, c'est des tests, on avance, on se plante, on recommence. Là, c'est des tests, mais effectivement, trouver ce compromis avec les artisans, c'est possible. C'est possible, et après, de toute façon, il n'y a pas de 36, c'est le patron. Hein, parce que, pour le coup, Franck, il est comme ça. Ça veut dire que il veut emmener à bien un projet sans que le client soit déçu, et ça passe par là. Ça veut dire qu'au devis, il faut pas qu'on se trompe. Si on lui on dit, il y en a pour 10 000, arrivé là, on t'en met pour 15 000 à l'arrivée, c'est pas possible, ça marche pas, ça marche qu'un temps. Donc voilà, là-dessus, il prend, s'il estime que nous, on a oublié de faire des choses, et il va le prendre pour lui, il assume beaucoup. Voilà, et il assume, quoi. Donc, la différence, elle est là. Ça, je pense que c'est un discours qu'on est tous contents d'entendre, parce que ça existe pas partout, on n'a pas forcément cette assurance, on n'a pas toujours le discours qui suit non plus dans ce sens-là, donc c'est bien d'entendre, je pense. Je pense que tous ceux qui l'entendent là, ils sont... Non, mais après c'est la seule boîte que j'en ai chez mes parents. Ouais. C'est très important. Je fais d'autres sociétés avant, mais c'est la seule société que j'ai parce que voilà. Donc c'est important de bien connaître quand même son entrepreneur, quoi. Ouais, puis le ressenti,
Puis c'est une forme d'intelligence aussi, de gestion, tout simplement. Oui, bah après c'est un ensemble en effet. Après les gens qui arrivent il y a plusieurs sociétés. Alors il y en a, ils sont 3 ou 4, ils travaillent très bien et on en connaît, ils veulent pas se développer plus et ils travaillent très très bien. Mais après c'est vrai que souvent les sociétés, pas comme nous, mais il y en a d'autres, hein, mais qui sont plutôt bien développées, ils peuvent pas en arriver là sans rien non plus, quoi. C'est quand même relativement cohérent souvent. Pas mal de points, bon, on l'avait noté un peu dans les questions évoquées. Qu'est-ce j'allais dire un artisan, qu'est-ce qu'un investisseur en particulier, finalement, avant de créer cette relation, qu'est-ce qu'il doit vérifier comme point important dans une entreprise? Je pense au décennal, je pense à tout ça. Qu'est-ce que tu verrais, toi, si tu te remettrais du côté investisseur, comment tu t'y prends pour vérifier, pour savoir si l'entreprise elle est OK, si ça va bien se passer? Ouais, tu vois, je me suis jamais trop mis dans cette situation pour le coup. Après, aller voir des chantiers. Moi, j'invite mes clients des fois pour des nouveaux projets, des clients que je connais pas. Bah, venez voir ce qu'on a réalisé. On a des clients qui sont ravis de nous ouvrir leurs portes pour leur faire voir ce qu'on a les chantiers, des agrandissements qu'on a fait. Voilà, donc ça, on a beaucoup. Donc ça, je pense leur demander, est-ce qu'on peut aller sur une de vos réalisations qui va correspondre à ce qu'on fait? Donc ça peut être bien de le demander. Normalement, il y a pas de quoi dire non, si tout se passe bien avec le client. En plus, vous voyez, vous avez un retour du client, donc ça peut être intéressant. Après, se renseigner sur la société quand même, sur son sérieux, si voilà, ça tient la route quand même, quoi, parce que vous investissez de l'argent dedans. Après, sincèrement, je sais pas trop. Décennal, on parle de décennal, oui, logiquement beaucoup long. Oui, il faut la demander, Ouais. Mais tout le monde l'a normalement, mais il faut la demander. Tu peux nous dire ce que c'est, nous rappeler? C'est garanti pendant 10 ans, les travaux que vous avez faits, voilà, c'est une assurance que l'entreprise paye, relativement cher d'ailleurs, je sais pas les chiffres, mais c'est assez onéreux, et ça permet de garantir le travail de la société pendant 10 ans. Voilà, donc ça c'est une sacrée importance, et j'ai envie de dire que moi, mon banquier me le demande systématiquement. Ouais, oui, ça m'étonne pas. Il y a une vérification qui est faite. Les banquiers aussi vous le demandent, enfin, par rapport aux sociétés que vous prenez, les banquiers peuvent avoir un visu sur la société si elle est cohérente ou pas. Ça, moi j'ai beaucoup de clients que je connaissais pas. Mon banquier m'a dit qu'on pouvait travailler avec vous parce qu'ils doivent avoir c'est au niveau des banques, je pense, comment l'assise de la société, si ça tient la route ou pas. Donc quand vous investissez 50, 100 000, c'est intéressant de savoir si la boîte elle est pas en train de fermer, quoi. Oui, carrément, bien sûr, c'est à ça, on l'a pas évoqué, mais effectivement, il y a eu des pièges aussi là-dessus où c'est dommage. C'est un point à vérifier parce qu'une boîte qui est en train de couler, c'est pas le moment de. J'ai eu le cas avec je t'avais peut-être pas raconté, j'ai eu le cas avec un client qui m'appelle pour une rénovation, un peu comme le logement du bas, créer un logement. Et en fait, je fais le devis, il me rappelle, alors je pense que c'est pour le signer, c'est pour me dire qu'avec un confrère, il y a une différence de 8 000 euros. Donc, ce qui représentait 35%, 40%, enfin 35% ouais, sur le devis, je crois. Il n'y avait pas 36 solutions, soit la personne travaillait toute seule, soit s'est trompée sur le devis, et c'était une nouvelle entreprise, quoi. Bah, j'avais les 3 bons. Quelqu'un qui travaillait tout seul, qui venait d'ouvrir sa boîte, et s'est trompé sur le devis. Donc la personne, je lui ai dit, vous investissez 30 000 euros quand même sur quelqu'un que vous connaissez peut-être pas, ça peut être dangereux, quoi. Ouais, si on embauche quelqu'un, on n'est pas trop sûr, et encore même. Non, mais les garanties, ça veut dire qu'une fois que l'appartement il est fini, si dans 10 ans il y a quelque chose qui va pas, bah moi je sais que dans 10 ans je serai toujours là. Alors soit nous ou quelqu'un d'autre, mais une société qui tient la route, qui est structurée, bah, vous avez une décennale, une garantie. Demain, si dans 3 ans il y a un volet roulant qui marche pas, bah vous avez quelqu'un à appeler, sinon vous appelez qui, quoi. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est super important. C'est très important. Ouais. Et ce que tu as dit là sur les chantiers, c'est hyper important. Hein. Moi, je vous rappelle, voilà, des fois je suis un peu à la limite, mais quand j'ai un locataire qui arrive, je demande le numéro de l'ancien propriétaire, je me permets d'appeler. Artisan des chantiers, avec vous, j'en ai vu plusieurs, mais sans aller les voir. J'ai vu les échos, on va dire. Ouais. Le peintre qui vient, je suis allé voir trois chantiers, et qui d'ailleurs lui était ravi de me montrer, puisqu'il voulait absolument montrer ce qu'il faisait. C'est super important, ça passe par là. On dit souvent que la confiance n'exclut pas le contrôle, mais c'est exactement ça. Une fois qu'elle est instaurée, c'est très bien, mais au départ, faut tester. Hein. Faut s'assurer, faut être sûr quand même. Alors, j'ai une question, alors je vais te la poser parce que moi-même j'y ai été confronté et finalement on n'y pense pas souvent. Vous allez voir dans le tableau qu'on peut faire des estimations globales de devis, donc ça vous aidera, ça sera un outil. Je le répète, c'est quelque chose de global. Est-ce que tu peux évoquer des choses qu'on évoque très peu souvent, mais qui peuvent faire monter un devis finalement, là où on va se dire, on ne peut pas se dire tiens ça va être 400 euros du mètre carré, alors qu'on n'a pas pris en compte certaines contraintes. Est-ce que tu peux nous citer certaines de ces contraintes
pour des chantiers qui font globalement grimper le devis? Ouais. Alors, là j'ai le cas dans une grande ville. On a comme passage, comme accès, 1,20 m sur 450 mètres. Donc, vraiment, 450 mètres de long de passage pour accéder au chantier. C'est une rénovation complète de maison, avec surélévation de la toiture, enfin vraiment un gros projet, sauf qu'on a 1,20 m de passage. Démolition, approvisionnement. Donc là, c'est un vrai coût c'est énorme. Ça fait vraiment monter le budget. Ça, voilà, si on n'a pas d'accès pour arriver sur un chantier. Pourquoi ça fait monter le budget au final? La main-d'œuvre, le temps à passer pour tout évacuer, tout ramener, il n'y a pas de camions qui peuvent venir, c'est énorme. Vous évacuez les gravats comment? Petite brouette mécanique, hein, quand même. Ouais. Et il va falloir faut le louer, on ne l'a pas, donc voilà, c'est des choses un peu particulières. Là, j'ai le cas aussi, j'ai une transformation de charpente qu'on perdue à passer en compte traditionnel, alors en charpente tradie. Et pour accéder, pour démonter et pour mettre la nouvelle charpente, et d'habitude, nous on a un engin télescopique qui peut le faire, et là il rentre pas la dalle, la cour elle est pavée, on peut pas rentrer notre engin, trop lourd. Donc il faut que je mette une grue exprès pour. Donc voilà, ça c'est des coûts. Si vous déplacez pas, si vous y pensez pas quand on arrive, si j'avais pas vu que la cour je pouvais pas venir avec mon engin, c'est un vrai coût supplémentaire. Il faut que je loue une grue pendant 3 jours, quoi. C'est des détails qu'ils peuvent faire alors que le voisin où on a l'accès, ça va lui coûter la location en moins, qui est pas rien. Donc ça, des choses comme ça à prendre en compte. La démolition, c'est un poste qui coûte cher pour une entreprise. Pour le coup, on paye les déchetteries, puis c'est la main-d'œuvre qu'on se rend pas forcément compte. Les gens, ils se disent démolir, on peut le faire, tout le monde peut le faire, mais c'est du temps, et puis c'est de la déchetterie, donc nous on la paye et puis ça coûte cher. Du coup, c'est vraiment un poste qui coûte cher. Faut pas être surpris par le prix d'une démolition. Ouais. Puis on a tendance à pas trop se rendre compte, mais quand on démolit ne serait-ce qu'une cloison comme ça, c'est la quantité de gravats que ça représente. C'est énorme, ouais. C'est énorme, alors que debout comme ça, on prend pas de place. Hein. Mais non, quand elle est par terre, c'est plusieurs remorques. Je me suis rendu compte à la maison, là, quand le haut a été fait, c'est vrai que ça fait une quantité par terre impressionnante. Et dans le devis, quand on parle de devis globaux, on pense pas forcément à ce genre de détails. Ouais. Donc l'accessibilité, la grosse démolition, peut-être l'accès aussi aux toitures, quand il faut mettre des échafaudages. L'échafaudage, oui, voilà. Après, il y a dans des villes où la pose d'échafaudage sur les trottoirs est payante, d'autres non. Les petits villages, c'est rare, mais dans les grandes villes, faut payer un droit de stationnement. Donc quand le chantier dure un mois, pendant un mois, c'est des places de parking que vous payez, l'échafaudage que vous payez. Donc c'est relativement, il y a plein de petites choses qui peuvent faire grimper la note alors qu'on n'y pense pas, quoi. D'ailleurs, à ce sujet-là, on y reviendra, on fait un point sur le législatif, on ne va pas le faire là, mais simplement quand il y a une toiture qui est faite, bien penser à laisser l'autorisation de la mairie en place, sinon on peut avoir des gens qui portent plainte. J'ai appris ça aussi, qu'on pouvait avoir des personnes de passage qui portent plainte parce que le droit qui a été donné n'est pas exposé. Donc bien le mettre en avant, même si parfois on a tendance un petit peu bien sûr. Vous ne devez pas le voir souvent dans les chantiers. Ouais, voilà. Bon, en règle générale, il n'y a personne qui s'amuse à ça, mais en tout cas, c'est jamais. Moi, je crois que c'est pas mal pour cette présentation, mais pour moi, c'est OK. Ouais, pour vous aussi. Merci pour tous ces renseignements, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir. Alors, j'espère que cette interview vous a plu. Vous avez pu vraiment comprendre des choses avec Johan sur le fonctionnement de l'entreprise. Vous voyez, rien d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui était dans le métier, qui était charpentier, qui a vu beaucoup de choses, qui avait des qualités intrinsèques très certainement importantes. Et du coup, son chef d'entreprise l'a fait monter en grade. Bon, comme vous l'avez compris, ils sont devenus amis, même si ça, c'est en parallèle. Donc il est monté en grade, mais c'est aussi parce qu'il avait des qualités d'organisation et que cette montée en grade permet non seulement d'embaucher d'autres personnes, mais aussi de faire en sorte d'avoir des chantiers qui sont effectués plus rapidement. Alors je ne vous cache pas qu'il y a des retards des fois de chantier avec eux, mais comme avec tout le monde. Et voilà, moi j'ai appris à m'y faire et je fais en sorte de faire des prêts différés qui tiennent le coup et qui permettent justement de vivre ces chantiers en toute sérénité. Mais en tout cas, on a une réflexion très intéressante et pour nous investisseurs, c'est vraiment bien. Ça permet d'avoir 1-2 personnes qui chapeautent les chantiers et qui permettent de voir les choses beaucoup plus clairement et de vivre tous ces travaux en toute sérénité. Donc,
Je le précise aussi, si c'est un jour vous avez un chantier à faire, alors je le dis rapidement, et que vous êtes en recherche d'artisans, contactez-moi, je pourrais éventuellement vous mettre en lien. Alors je ne vous promets rien, mais ça peut être intéressant à partir du moment où s'il s'éloigne beaucoup de la zone orléanaise, ça soit un chantier assez conséquent. Ils ne se déplaceront pas évidemment pour 3 fenêtres à changer. Ça on est bien d'accord, puis ça n'aurait absolument aucun sens. Voilà, si vous avez un gros immeuble à rénover ou chose comme ça, n'hésitez pas à me contacter, je pourrais vous mettre en lien. En conclusion, le travail en direct peut être une très bonne solution. Tout est une histoire de discussion et de confiance avec les artisans. Prenez du temps en amont, faites marcher votre ressenti, faites des tests, regardez les chantiers et n'hésitez pas à poser des questions. Rencontrez bien et discutez, soyez efficace le jour des visites et n'oubliez jamais le rapport gagnant-gagnant. Évidemment que vous êtes là pour obtenir les meilleurs tarifs et le meilleur rapport qualité-prix dans un délai respectable, mais n'oubliez jamais aussi que l'entreprise en face de vous est une entreprise, elle doit gagner de l'argent et elle a forcément des contraintes et notamment des contraintes de livraison. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.